Nous reprenons donc ce cycle de conférences qui est co-organisé par le Centre universitaire méditerranéen et la mission Promenade des Anglais, qui, comme vous le savez, a été créée il y a maintenant 1 an par la mairie de Nice pour s'occuper du dossier de candidature de Nice Promenade des Anglais. En fait, ça va au-delà de la Promenade des Anglais, c'est aussi à toute la ville d'hiver que nous intéressons. Donc, candidature à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons déjà fait quelques conférences au mois de mai. On va continuer tout cet automne en accent peut-être sur un sujet que nous avons esquissé jusque-là, mais uniquement à partir de l'Italie, c'est-à-dire la comparaison. C'est que pour la démarche UNESCO, il est important de comparer le bien dont on propose la candidature avec des sites qui ont une histoire un peu équivalente. Enfin, je ne sais pas, c'est pas par définition des sites équivalents, mais c'est des sites comparables. Ce travail justement de comparaison étant destiné à mieux cerner la spécificité du bien dont on propose l'inscription à l'UNESCO. Alors après avoir évoqué l'Italie, on s'est intéressé à la Crimée. Alors c'était beaucoup plus difficile de trouver un conférencier qui nous parlait de la Crimée que l'Italie. La Crimée a une histoire un peu ancienne, hein, puisque c'est vrai que ça a commencé à l'époque, bien avant la Révolution, à l'époque du tsariste. Puis il y a eu l'épisode soviétique. Et puis maintenant, il s'est passé encore autre chose, vous le savez, à partir des années 90. Il y a très très peu de spécialistes de la question, en tout cas en langue française. Et je suis vraiment très reconnaissant au professeur Jean Radvani d'avoir accepté de venir faire cette conférence, d'autant plus que ce n'est pas sa spécialité première, mais il a accepté de ce devoir de vacances, on évoquait ça tout à l'heure, puis je l'avais contacté au mois de juin, pour venir parler à Nice. Alors, le professeur Radvani est professeur, vous le voyez, hein, à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales, et il a beaucoup écrit sur la Russie. Il enseigne, mais il a aussi beaucoup publié. Je voudrais citer quelques-uns de ses ouvrages pour vous montrer ses centres d'intérêt. La Russie entre deux mondes, en 2005. Il a écrit un livre sur la Nouvelle Russie, en 2010. Il s'est beaucoup intéressé au Caucase, donc il a publié sur le Caucase, le grand jeu des influences, sur les États post-soviétiques en général. Donc vous voyez que il a publié des livres spécialisés, approfondis sur l'histoire de la Russie. Et donc je pense que là nous avons réussi à faire venir à Nice une des personnes qui étaient les plus qualifiées pour parler de ce sujet si peu connu en France, et qui pour nous est d'un grand intérêt puisque incontestablement on le sent bien qu'il y a des parentés. Voilà. Je ne veux pas en dire plus, je vais tout de suite passer la parole à M. Jean Radvani, et en précisant qu'il sera possible de poser quelques questions. Peut-être après on fera circuler le micro. Merci beaucoup. Bien, je vous remercie beaucoup pour cette invitation qui m'a un peu effectivement surpris au départ, parce que en général, en ce moment en particulier, dans cette dernière période, quand on m'invite pour parler de la Crimée, c'est pas tout à fait pour parler de tourisme. Ou alors s'il s'agit de tourisme, c'est les petits hommes verts dont on a vu l'influence en fin 2013, début 2014, et ils n'étaient pas équipés de maillots de bain. Mais donc moi je vais me cantonner au sujet qui m'a été proposé, c'est-à-dire d'essayer de comprendre quelles peuvent être les interactions entre la Côte d'Azur, et Nice en particulier, et les Rivieras de la mer Noire, à la fois de l'époque impériale, donc la Crimée, Yalta en particulier, Yalta qui est jumelée avec Nice, et Sotchi et la Riviera pontique, c'est-à-dire la côte qui est un peu plus à l'est sur la mer Noire, et où ont eu lieu les Jeux Olympiques de Sotchi l'année dernière. Juste pour fixer les choses, voilà la carte de la Crimée actuelle. La capitale de la Crimée, c'est Simferopol, qui est pas au centre, mais dans la presqu'île. On connaît bien entendu Sébastopol, le port militaire, la grande base militaire de Sébastopol. Et Yalta se trouve ici. On n'indique pas le relief sur cette carte, mais il est très important parce que la Crimée, c'est une vaste péninsule qui est inclinée vers le nord, c'est-à-dire que les crêtes calcaires sont
en fait, toute la côte sud, pratiquement, est bordée par des crêtes calcaires qui protègent la côte. Là, vous voyez, en haut, pour que vous ayez tout de suite une idée un peu de ce dont on parle, vous avez une photo en haut qui est prise avec un très grand panoramique, donc ça déforme beaucoup la vue, mais qui est prise de la crête calcaire qui domine Yalta, au-dessus de Yalta, que vous voyez donc dans le fond, avec la mer Noire qui est en contrebas. Et en bas, donc la vue qu'on peut avoir en abordant Yalta par la mer, avec donc cette crête, avec ses corniches. Il y a des corniches, il y a des routes de corniches, un peu comme on trouve sur la Côte d'Azur, et la ville de Yalta, bien sûr, qui s'étend sur les collines qui sont en contrebas. Et alors, je ne vais pas multiplier les vues et les paysages, mais quand même c'est important pour que vous compreniez à quel point effectivement, du point de vue des paysages, du point de vue de l'ambiance climatique, je vais un peu en parler, et morphologique, le relief, la végétation, il y a effectivement de grandes similitudes qui sont des similitudes à la fois qui sont liées aux conditions naturelles, mais qui sont aussi des similitudes qui ont été organisées par l'homme, dans le sens où, comme sur la Côte d'Azur, on a beaucoup planté, on a introduit beaucoup d'espèces végétales, de façon à créer cette ambiance qui est aujourd'hui celle de ces villes balnéaires, de villégiature. Et donc voilà, il se trouve qu'en plus, ce relief, ces crêtes de Crimée qui culminent vers 1500 mètres, c'est-à-dire ce n'est pas de la haute montagne, mais 1500 mètres, ça suffit pour créer un abri très important pour le tourisme et pour Yalta et toutes les villes de la côte, parce qu'il faut bien voir que nous sommes beaucoup plus à l'est, évidemment, que la Côte d'Azur, et dans une ambiance qui est quand même plus continentale. Il y a donc l'hiver des vents froids et des masses polaires qui s'approchent vers le sud et qui sont bloqués par ces montagnes, et c'est ça une des conditions de fonctionnement de ces villes qui crée un îlot climatique qu'on a qualifié de méditerranéen, pour ce qui est de la Crimée. Ils sont très importants. Et donc, voilà, ça c'est toujours Yalta, avec les cyprès, on pourrait, je pense, trouver des vues analogues sur la Côte d'Azur, à Nice ou dans les environs. C'est vraiment quelque chose de très proche du point de vue. Alors ça, c'est un peu différent. C'est Sotchi, l'hiver. Donc là aussi, Sotchi est adossé à la montagne. C'est pourquoi Vladimir Poutine, quand il a proposé de faire les JO de Sotchi, il savait que dans l'arrière, en fait, on fait 50 km, pas à vol d'oiseau, 50 km par le train depuis le centre, depuis la gare de Sotchi, et on est à 1000 mètres et on a des sommets qui sont à 3000 et on peut faire une station de ski. Là, c'est dans la ville de Sotchi, avec les palmiers, avec là aussi une végétation moins méditerranéenne, mais aussi vraiment méridionale. Et ça, c'est la promenade, c'est pas la promenade des Anglais, ça c'est la promenade de Sotchi qui longe la mer. En fait, vous avez ces petites cabanes sur la droite où il y a des cafés, des restaurants, etc. Et vous avez la plage qui est juste derrière. Et sur la gauche, vous avez des hôtels, des restaurants, etc., etc. Ça, c'est l'ambiance de Sotchi l'hiver. Alors, voilà quelques données pour fixer un peu les choses. Je suis géographe, donc je commence par ce qui est vraiment de base. La latitude, vous voyez que la latitude est très très proche en fait. 43-40, je n'ai pas vérifié exactement, enfin 43-40 pour Nice, 44-30 pour Yalta, c'est un tout petit peu plus au nord, 43-40 pour Sotchi, c'est exactement à la même latitude que Nice. Population, je donne plusieurs chiffres. Bon, 350 000 pour Nice, 77 000. Yalta c'est une ville beaucoup plus petite. Et d'ailleurs, un des problèmes de Yalta, c'est un problème d'espace. Il y a très peu d'espace pour se développer. Mais en outre, c'est une presqu'île, il y a un problème d'isolement, pas d'isolement, mais de raccordement au reste de l'Empire et ensuite de l'URSS, et aujourd'hui, avec d'autres problèmes, bien sûr, puisque il y a ce passage de la Crimée, d'Ukraine à la Russie.
Sotchi, c'est une ville beaucoup plus grande, 390 000 habitants, mais c'est le Grand Sotchi, c'est-à-dire c'est en fait un ensemble, une agglomération multiple avec la ville de Sotchi proprement dite et toutes les villes qui ont été intégrées dans le Grand Sotchi sur presque 100 km de côte. Donc c'est quand même, on est dans un ordre de grandeur différent. Au demeurant, bon, j'ai recherché un peu les chiffres. 1800, vous voyez que Nice avait un peu plus de 18 000 habitants en 1800. Yalta était un village de pêcheurs à cette époque et Sotchi n'existait pas. Vers 1900, enfin n'existait pas. Il y avait là aussi quelques populations locales qui pêchaient et qui. 1900, Nice est déjà une vraie grande ville, plus de 100 000 habitants. Yalta n'en a encore que 18 000 et Sotchi est une petite forteresse militaire avec 1000 habitants. Il n'empêche que, et je commencerai par ça tout à l'heure, ce qui est assez fascinant, c'est de voir que pratiquement les trois villes ont été fondées, ou en tout cas ont été des ports grecs. Et de ce point de vue-là, le rôle de l'Antiquité grecque puis romaine est importante dans les trois cas, dans les trois villes. D'un côté, bon, on est en Méditerranée, de l'autre côté, on est en mer Noire, mais c'est le pont Euxin, c'est une des régions traditionnelles d'expansion des marins grecs et de la civilisation grecque, et qui a touché donc et la Crimée. On dit que Yalta vient d'un mot grec, la côte, et donc il y a cette histoire ancienne, ou cette préhistoire pour ce qui est de Yalta et de Sotchi, parce que contrairement à Nice, où il y a ensuite une longue occupation dans la durée, à Yalta et à Sotchi, il y a eu de longues périodes, au contraire, où il y avait peu d'occupation, peu d'activité, jusqu'au 19e siècle. Ensoleillement, c'est des heures d'ensoleillement par an, la mesure traditionnelle. J'ai trouvé ces chiffres, 2724 pour Nice. L'ensoleillement est un peu moins important à Yalta et à Sotchi, mais il est au-dessus de 2000, donc c'est vraiment... et avec des caractéristiques climatiques, vous voyez, 730 mm par an à Nice, 610 à Yalta, beaucoup plus à Sotchi. Sotchi est dans une situation assez différente, parce que le fond de la mer Noire, à l'est, c'est-à-dire à partir de Sotchi et jusqu'aux côtes de la Géorgie, c'est une région pratiquement subtropicale humide. Et donc on a un climat qui est quand même très différent. Il pleut pratiquement tous les jours l'été, en fin d'après-midi à Sotchi. C'est aussi pour ça qu'il y a un enneigement très important au-dessus, en montagne. Ça n'a pas que des avantages, évidemment, le fait qu'il y ait c'est une atmosphère beaucoup plus humide, plus pluvieuse. On a quand même une variante différente, assez différente. Yalta est beaucoup plus proche de Nice sur ce plan que Sotchi. Minima absolu et maxima absolu, -7, -12, -13. Ça a l'air de rien, mais c'est important parce que, par exemple, il y a une longue histoire de l'introduction de certaines espèces utiles dans les trois régions, d'ailleurs. Et par exemple, -12, -13, -14, c'est la limite de gel de toute une série d'agrumes. Et les citronniers, les orangers, les mandariniers. Donc il y a des risques de gel qui sont beaucoup plus importants à Yalta et à Sotchi qu'à Nice. Et du coup, évidemment, ça a une influence sur les possibilités de développer certaines végétations. À l'inverse, dans la région de Sotchi, qui est du sud tropical humide, il y a des plantations de thé qu'on ne trouve pas ni en Crimée, ni sur la côte d'Azur, bien sûr. Et les maxima absolus qui sont assez proches, 37, 39. Ensuite, introduction en France ou dans l'Empire, parce que là aussi, il y a une certaine similitude quand même. Bon, Nice devient française en 1860. En fait, Yalta, la Crimée, n'a été prise par l'Empire qu'en 1783. Vous savez qu'il y a eu toute une succession de guerres russo-turques. Et c'est donc en 1783 que les Russes s'emparent de la Crimée. Une première fois, si je puis dire. Et Sotchi, c'est encore plus tardif, puisqu'il y a les guerres du Caucase, qui vont durer en fait jusqu'en 1864. Mais les Russes prennent le contrôle de la rive où s'est développé ensuite Sotchi, et où ils vont développer un fortin militaire en 1838. Donc en fait,
évidemment, il y a un décalage chronologique dans l'histoire de l'occupation moderne, si je puis dire, et en particulier touristique. Alors, la date du développement touristique au sens, disons, moderne n'est pas si facile que ça à fixer. Là, j'ai mis 1840 pour Nice. C'est tard. Je sais, alors on en a discuté, il y avait déjà, à la fin du 18e, il y avait déjà des touristes, en particulier anglais, qui venaient. En fait, ce que j'ai trouvé, c'est la date du premier hôtel. Je ne sais d'ailleurs pas si c'est bien ça. Est-ce que c'est vraiment 1840, la date de la construction du premier hôtel à Nice? Mais je comprends bien que le tourisme s'était développé auparavant sous d'autres formes. En particulier les formes aristocratiques, quand les nobles anglais venaient justement sur cette promenade, enfin ce qui est devenu la promenade des Anglais. À Yalta, on date le début du tourisme, c'est plus facile parce qu'en fait c'était donc un village de pêcheurs, et Yalta en 1823, le comte de Richelieu, c'est un noble français qui est très connu parce que c'est un des fondateurs du nouvel Odessa. Se rendant compte de l'intérêt climatique et des paysages de ce lieu, crée un premier lotissement, on peut dire ça comme ça, un lotissement pour nobles de l'Empire. Et évidemment pour les aristocrates russes qui avaient déjà commencé, qui venaient déjà auparavant à San Remo, à Monaco, à Nice, mais à qui on propose donc de construire des villas dans cet endroit. Et donc 1823-1828, c'est le début de ces constructions de grandes villas aristocratiques à Yalta. Mais en réalité, la ville est déjà connue pour une chose auparavant, c'est en 1812, on a créé, sur ordonnance impériale, le premier jardin botanique de Yalta, qui est donc un très ancien jardin botanique, avec comme but de rassembler des collections de plantes méditerranéennes et tropicales qu'on pouvait faire pousser dans cet environnement particulier. Et assez rapidement, dans le cadre de ce jardin botanique, qui existe toujours et qui est très connu, on va créer un tout petit peu plus tard, je crois j'ai une... Oui, je vais continuer. Voilà, ça c'est les premières vues de Yalta. Je ne montrerai pas de photos de Nice, vous connaissez. Je vais essentiellement montrer des images de Yalta. C'est assez... vous voyez, 1856, une vue d'un peintre italien qui fixe ce qu'est le Yalta à cette époque-là, en 1856. Et puis, voilà, le développement des promenades le long des rives dans la petite baie de Yalta. Les premiers hôtels, un des premiers hôtels, c'était l'Hôtel de France, sur une des rues principales de Yalta, avec à la fois des similitudes, bien entendu, à la fois les palais, l'architecture. On sait que les Russes se sont beaucoup inspirés de l'architecture, en fait, italienne, française, anglaise. Parmi les premiers palais qui ont été construits à Yalta, c'était un palais néo-classique anglais, peut-être plus que des modèles français qui, eux, ont servi, par contre, à Saint-Pétersbourg ou dans les environs de Moscou. Dans le même temps, et les échanges commencent très tôt, quand même, la villa Payon, c'est-à-dire une villa qui va être acquise si j'ai bien compris mes sources, en 1856 à Nice, il s'agit d'une villa niçoise. En fait, la famille impériale avait séjourné déjà un petit peu auparavant, dans les années 1830-1840, à Nice. Elle avait été devancée par des marchands, en fait. Les sources indiquent que les premiers Russes, sans doute, qui sont venus s'installer, ou en tout cas séjourner de façon durable à Nice, c'était à la fin 18e, c'était des marchands de grains qui venaient alimenter, en partant d'Odessa, qui venaient alimenter en céréales, en blé, la région de Nice.
vous savez qu'en 1850... Alors, et donc on a ce parallèle, en fait, dans cette période impériale, les rapports entre Nice et la Crimée, par exemple, et Yalta en particulier, sont de l'ordre de l'inspiration et d'une certaine concurrence. Inspiration parce que les modèles s'échangent. Je pense que c'est des échanges réciproques, c'est-à-dire qu'incontestablement, il y a un développement antérieur à Nice, San Remo, Monaco, du point de vue des équipements, du point de vue des installations touristiques, les premiers palais, les premières maisons qui reçoivent des hôtes venant du Nord, que ce soit des Anglais ou que ce soit des Russes ou des Allemands, et d'autre part, les premiers hôtels qui vont apparaître un peu plus tardivement. Et il y a une sorte de concurrence. On recherche quoi? Les Russes en particulier, ils recherchent le soleil, ils recherchent donc les conditions climatiques pour l'hiver, bien sûr, et ils recherchent aussi la santé. Parce que les médecins russes, en particulier les médecins de la cour, sont confrontés à toute une série de maladies, et en particulier au développement de la tuberculose, qui est un des grands fléaux de cette époque. Et assez rapidement, on constate que le soleil, le repos dans ces cadres sont favorables, sinon à la guérison, puisqu'à ce moment-là, il n'y a pas d'antibiotiques, mais en tout cas disons, à prolonger la vie de ces malades atteints de tuberculose. Et donc, ils conseillent d'abord les médecins de la cour impériale à Saint-Pétersbourg, conseillent à la famille impériale, et donc ça va se répandre dans toute la noblesse, des séjours prolongés dans ces climats méridionaux. Et donc, ils vont à la fois développer des installations et ils vont construire des palais en Crimée, sauf qu'en 1855, c'est la guerre de Crimée, et il y a une période de troubles qui commence. Et c'est à ce moment-là, en 1956, que l'impératrice va acquérir cette villa Payon, et juste à côté, la cour impériale va acquérir une villa Bermont, où vont séjourner la femme d'Alexandre II, la famille d'Alexandre II, et où d'ailleurs le tsarévitch, Nicolas Alexandrovitch, va mourir en 1865 de méningite. Et il va être enterré à Nice, et c'est sur le lieu où il était décédé que va être construite l'église, la cathédrale Saint-Nicolas qui existe toujours à Nice. Donc on a ce parallèle, et ici ce sont les villas niçoises. Si j'ai bien compris, donc la villa Payon, il n'en existe plus qu'une petite colonnade, elle est intégrée dans la clinique du Belvédère, voilà, je ne sais pas où, j'y suis jamais allé, j'avoue. Et ça, c'est l'équivalent à Yalta. Le premier palais construit, des photos du 19e, du premier palais construit par les tsars, le palais de Livadia. En fait, il y a eu 2 palais successifs. Ça, c'est le premier. Et une photo montrant le retour d'Alexandre III d'une promenade en mer, sur son yacht, donc dans le Yalta de la fin du 19e. Voilà la plage de Yalta au droit du square d'Alexandre. Fin 19e par conséquent. Et évidemment, les inspirations architecturales sont multiples et croisées avec ces bâtiments dont on trouve des équivalents à Nice, sur la Côte d'Azur et dans pas mal d'autres endroits. Ça, c'est 2 vues de ce palais de Livadia. C'est le second palais de Livadia, celui qui est aujourd'hui qui est un musée, qui a toute une histoire dont je reparlerai. Et une vue en haut, c'est une vue pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, la Crimée a été occupée complètement par les Allemands pendant 3 ans, avec un certain nombre de destructions, d'occupations, et donc évidemment des paysages quelque peu bouleversés. Ça, c'est ce fameux... Dans le jardin botanique de Massandra, qui est à la sortie de Yalta,
où il y a des caves tout à fait remarquables. Il y a une des plus importantes collections de vins anciens de l'Empire qui a été sauvegardée avec toute une série de péripéties. Et dans ce jardin botanique, on a créé très tôt, vers 1830, une cave et un petit domaine dont le but était de collectionner les espèces de vignes de façon à les répertorier et les diffuser dans l'Empire. Parce que l'aristocratie russe et les riches russes urbains consommaient du vin qu'ils faisaient venir de France ou d'ailleurs, et ils avaient décidé d'essayer évidemment d'implanter ces vignobles. Et donc ce domaine de Massandra et la cave qui a été implantée est devenu ensuite un institut de viticulture parmi les plus réputés au monde, et qui fonctionne toujours aujourd'hui avec quelques péripéties. Il semble qu'il ait été, dans la dernière étant, avec l'annexion de la Crimée l'an dernier, il a été, semble-t-il, récupéré par l'administration présidentielle. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, de Vladimir Poutine. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que le risque de ces domaines, et ils ont eu ce problème-là sous Gorbatchev. Vous savez que Gorbatchev avait lancé en 1986 une loi sèche. Il avait interdit qu'on consomme de l'alcool dans les restaurants après une certaine heure. Enfin, il y avait tout un... Et ça a eu des conséquences dramatiques parce que, en même temps, il a fait arracher des vignes. Il voulait réduire la consommation d'alcool, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais il avait proposé qu'on arrache... Ça a fait qu'ils ont arraché des vignes. Et alors les gens de Massandra, du domaine viticole qui était un institut, ils se sont trouvés confrontés à la situation où ils devaient arracher des vignes, et ils ont eu l'idée d'arracher les vignes les plus anciennes, parce qu'elles donnaient pratiquement plus rien. Sauf que c'était des variétés et des espèces anciennes dont certaines, semble-t-il, ont disparu à ce moment-là. Parce que, en fait, du point de vue de la viticulture, elles avaient peut-être plus, bien qu'elles ne donnaient plus beaucoup de raisins, elles avaient plus de valeur que les vignes plus récentes qui, elles, étaient productives, mais qui n'avaient pas forcément beaucoup d'intérêt. Voilà des vues de Yalta, alors là, des années 50, 60, à l'époque soviétique, au moment du tourisme de masse, avec les constructions de plus en plus nombreuses de pensionnats, de sanatoria, de maisons de repos, et avec une foule très, très importante de toute l'URSS, peu d'échanges avec l'étranger, je vais en reparler, mais par contre, évidemment, une organisation du tourisme de masse telle qu'elle était conçue à l'époque soviétique. Je termine juste les photos, puis après je vais revenir sur un certain nombre de points. En cherchant en français et en russe sur Internet les mots signifiants, c'est-à-dire Côte d'Azur, etc., je suis tombé sur ça qui est quand même assez extraordinaire. Donc c'est une réclame, c'est de la publicité actuelle, Lazurny Berieg, la Côte d'Azur, hein, et il s'agit de résidence exclusive sur la mer Noire. Et c'est un domaine qui est en train qu'un promoteur est en train de lancer près de Sotchi, pas Yalta, c'est pas en Crimée, c'est côté Sotchi, avec donc où on propose des villas de luxe au bord de la mer. Et le plus étonnant, c'est ça, Villa Payon. Ils reprennent le nom de la villa qu'avait acquis Maria Fedorovna en 1856, et ils en font la villa modèle qui est proposée aux investisseurs, aux riches russes d'aujourd'hui, à Sotchi. J'ai trouvé ça quand même assez étonnant. Voilà, non, on ne va pas... Alors, je vais juste revenir sur quelques points. Avant 1917, donc, il y a cette espèce de concurrence entre le développement qui est
avec un léger décalage entre Yalta et Nice, en tenant compte que Sotchi pratiquement ne connaît pas de développement touristique à ce moment-là. Sotchi ne va se développer qu'à partir du début du XXe siècle. Et donc ces constructions, avec beaucoup de difficultés, côté Yalta, parce que c'est beaucoup moins organisé, et si bien que c'est un peu, effectivement, on peut parler d'inspiration, de concurrence, dans la mesure où les gens d'Yalta essayent d'attirer la même clientèle, la clientèle aristocratique et bourgeoise, sauf que les Russes constatent et se plaignent. On trouve par exemple un médecin russe publie une note en 1902 qui est la note suivante. À Nice, 1902, il y a 3 théâtres, un cirque de grande classe, plusieurs cafés-concerts, un casino. Chez nous, à Yalta, à part un petit théâtre qui vient de brûler cet hiver, les touristes ne savent pas où aller le soir. Et en plus, dit-il, la chambre à Yalta coûte 10 roubles par nuit, des roubles de l'époque bien sûr. À la bonne saison c'était considéré, c'était la fin de l'été en fait, septembre. Alors qu'à Nice, on peut trouver une chambre pour 12 roubles, c'est-à-dire pas beaucoup plus. Et donc c'est un des problèmes que rencontre Yalta pendant toute cette période, c'est qu'ils sont toujours en retard au niveau des équipements, et des équipements les plus fondamentaux, c'est-à-dire l'eau, le transport. Yalta, en fait, est mal desservie. Il n'y a toujours pas d'aéroport, d'ailleurs. Il y a eu un choix qui a été fait. Les touristes accèdent à Yalta, en fait, par l'aéroport de Simferopol, qui est à une centaine de kilomètres. Et la grande nouveauté, ça a été en 1960. Ils ont construit une ligne de trolleybus. C'est un truc extraordinaire. Il y a une ligne de trolleybus de 70 km qui fait toute la côte, qui part de Simferopol et qui va jusqu'au centre de Yalta. Et donc des problèmes d'accès, des problèmes de tout à l'égout, des problèmes d'équipement touristique, peu d'hôtels en fait. Donc un vrai développement, mais qui est lent, et en même temps, évidemment, on essaye de copier, de rattraper ce que la Côte d'Azur. Et les Russes, ils fondent à Yalta un journal, une gazette, comme on dit en russe, qui s'appelle Russkaya Riviera, donc qui a été publié pendant plusieurs décennies et qui évoque tous ces problèmes. Certaines sources russes indiquent que ce terme de Russkaya Riviera a été donné par Tchekhov, qui était venu à Nice en 1897 et qui était tellement étonné de voir tellement de Russes à Nice qu'il avait dit, ben voilà, c'est la Riviera russe. Et en même temps, Yalta reste toujours un peu moins équipé, un peu plus cher, et donc c'est un peu le modèle qu'il faut atteindre et qui ne sera jamais atteint réellement. Les choses changent évidemment en 1917, pour plusieurs raisons. C'est la révolution, c'est le changement de régime. De ce fait, une partie de la clientèle traditionnelle de Yalta doit fuir. La révolution de février, la révolution d'octobre, et une partie quitte l'Empire, bien sûr, quitte l'URSS, qui ne reste pas en URSS, et il y a un afflux de Russes, y compris à Nice. J'ai trouvé un chiffre, en 1930, il y avait 5300 résidents russes à Nice. Et en même temps, c'est un changement complet à la fois d'organisation et d'utilisation des lieux qui avaient été créés à l'époque impériale à Yalta et en Crimée en général. Et en même temps que, évidemment, tous les palais, les villas qui avaient été construites, les hôtels sont étatisés, sont transformés en maisons de repos, en sanatoriums, en
en hôtels de tourisme d'État, et leur fonction change, et la clientèle change. Le palais de Livadia, le palais blanc, c'est celui au passage où ont eu lieu en février 1945 les fameux accords de Yalta, bien sûr. Ce palais blanc devient, dans les années 30, une maison de repos pour les paysans soviétiques, et on voit en même temps que ce changement social et ce changement d'organisation, un changement de vocabulaire, et on commence à parler à propos de Yalta de Nice rouge, Krasnaya Nitsa, et de Riviera rouge, Krasnaya Riviera. Et le thème qui est développé, ce n'est plus celui de la concurrence et du modèle dont il faut s'inspirer à propos de Nice. Au contraire, on renverse le discours, et pendant des décennies, le discours soviétique va être l'affirmation de la supériorité de Yalta et de la Crimée par rapport à la Côte d'Azur, sur un mode extrêmement politisé et idéologique. C'est-à-dire, et alors, c'est assez amusant parce qu'il n'y avait pas beaucoup de soviétiques qui pouvaient quitter l'URSS et qui pouvaient voyager. Il y en a eu quelques-uns. Il n'y avait pas non plus beaucoup de Français qui allaient à ce moment-là, au début du système du pouvoir soviétique, à Yalta. André Gide, il parle de Yalta parce que lors de son fameux voyage en URSS, dont il a tiré le livre « Retour du RSS », André Gide est allé à Yalta et il raconte que les baigneurs l'interrogeaient en demandant « Est-ce qu'il y a des plages équivalentes en France ?» Et Gide raconte que, par courtoisie, il évitait de dire qu'il y avait des plages bien meilleures en France que celles qu'on pouvait rencontrer à Yalta. Mais donc il y a ce discours, cette affirmation qu'on va retrouver en 1960, après de longues négociations. Nikita Khrouchtchev, c'est la période du dégel, vient en France et signe l'accord de jumelage entre Nice et Yalta. C'est l'époque de Jean Médecin, qui est maire. Et à ce moment-là, il y a quelques échanges. Et un chercheur russe a retrouvé dans les archives russes les comptes rendus des délégations officielles de gens de la ville de Yalta à Nice. Ça donne à peu près la chose suivante. La ville de Nice, c'est le compte-rendu officiel d'un de ces personnages qui a eu l'occasion de visiter Nice, donc après le jumelage, après 1960. La ville de Nice est une station balnéaire bien équipée, mais seulement pour les capitalistes et pas pour les travailleurs. C'est exactement l'inverse de notre ville, où tout est fait pour le repos des travailleurs par l'État et les syndicats. Et il continue. Tout ce luxe, cette propreté, cet ordre sont conçus pour une poignée de riches qui ne savent pas que faire de leur argent et de leur temps libre. Et donc, cette propagande continue en affirmant la prééminence du tourisme soviétique, du tourisme pour les travailleurs, et contre, évidemment, enfin en critiquant un tourisme inférieur, et on trouve des textes qui qualifient Yalta de station balnéaire du futur, alors que Nice est qualifiée de station balnéaire du passé. En même temps, ils ont beaucoup développé, bien sûr, toutes ces stations, aussi bien en Crimée que dans la région de Sotchi et toute la côte de la mer Noire. Les choses changent évidemment après 91. Alors vous savez qu'en 1954, Khrouchtchev aussi offre, à l'occasion d'un anniversaire assez particulier, on célèbre à ce moment-là le tricentenaire de ce que les Russes, les Soviétiques de cette époque appellent le rattachement volontaire de l'Ukraine à l'Empire. C'est quand même assez étonnant, on est en 1954. Donc, à l'occasion du tricentenaire du rattachement volontaire de l'Ukraine à l'Empire, Khrouchtchev cède la Crimée à l'Ukraine.
on est à l'intérieur de l'URSS. Ça n'a aucune importance selon lui. C'est simplement, c'est comme si on transférait, on change les frontières des régions françaises et on décide que tel département ne sera plus dans la région de Poitou-Charentes, mais dans la région Bretagne. Enfin, c'est un peu de cet ordre. A priori, ça n'a aucune incidence, sauf qu'en 1991, l'URSS éclate et que donc la Crimée devient ukrainienne, dans un État indépendant ukrainien. Et à ce moment-là, donc, commence toute une série d'autres processus. Ça n'empêche pas les touristes russes d'après 91 d'aller en Crimée, bien entendu. Et en fait, il y a à la fois, c'est une chose assez confuse et qu'on n'a pas forcément encore très bien étudiée, mais il y a tout un processus de privatisation à ce moment-là, privatisation des hôtels, privatisation de la plupart des résidences, des sanatoriums, etc. Privatisation qui est complexe parce que certains sont rachetés par des Ukrainiens, sociétés, riches oligarques ukrainiens, d'autres sont achetés par des Russes qui investissent beaucoup en Ukraine. Or, le tourisme n'est pas considéré comme un secteur stratégique et par conséquent, les hôtels, tout ça, c'est en fait offert aux plus offrants. Et du coup, il y a un certain nombre de capitaux russes qui achètent dès cette époque, entre 91 et 2014, qui achètent des établissements en Crimée. Et en même temps, bon, bien sûr, alors 2013-2014, c'est l'annexion. Poutine, donc, avec un référendum organisé, s'empare de la Crimée et qui redevient donc russe. Ce qui est assez fascinant, c'est la façon dont, pour l'été 2015, il y a eu une campagne de presse formidable pour inciter les Russes de tout le pays d'aller en vacances dans cette nouvelle région russe qu'est la Crimée. Donc ils ont vraiment... Alors ceci associé au fait qu'avec la crise financière, la chute du rouble, beaucoup de Russes qui avaient pris l'habitude d'aller en vacances à l'étranger, en France entre autres, et à Nice entre autres, n'avaient pas d'argent cette année et donc ont préféré rester chez eux. Et on a constaté effectivement un afflux important de touristes, comme on n'avait pas vu depuis longtemps, russes en particulier, à Yalta, en Crimée, à Sotchi, dont les infrastructures ont été complètement modernisées au moment des Jeux Olympiques. En même temps, ce que j'ai entendu, moi j'étais à Moscou là, il y a quelques jours, et ce que j'ai entendu dire, c'est que beaucoup de gens étaient un peu déçus. Parce qu'évidemment, on est en fait dans la même situation qu'au XIXe siècle. C'est-à-dire que les prix sont très élevés, à Yalta en particulier, et le service, les infrastructures ne sont pas à la hauteur de ce qu'on peut trouver, que ce soit sur la côte d'Azur ou que ce soit même en fait sur les côtes turques où aussi les Russes ont l'habitude de se rendre. Alors les choses peuvent changer bien sûr parce qu'ils sont en train d'investir, ils sont en train de construire un pont, il y a des problèmes d'accès, hein. C'est difficile d'accès la Crimée puisqu'elle est coupée du reste de l'Ukraine, donc il y a toute une série de problèmes qui vont s'ajouter, mais on est dans cette situation. J'ai trouvé, il y a aujourd'hui à Yalta même, dans la ville de Yalta, 14, je n'avais pas le moyen de vérifier, 14 sanatoriums, 10 pensionnats, c'est des différentes catégories de très grandes infrastructures balnéaires, avec médecins, etc. 4 bases touristiques, 14 hôtels. Mais en fait, et un total de 25-35 000 lits dans la ville de Yalta. Mais attention, c'est des lits officiels. En réalité, une bonne partie des touristes logent chez l'habitant, en louant des chambres. Et donc, on a en fait un tourisme très important qui ne va pas forcément seulement dans les hôtels officiels. C'est un peu comme Airbnb. On se loge en allant chez l'habitant. Et en fait, c'est une des grandes ressources de tous les gens qui possèdent une petite maison quelque part près de la côte, c'est de louer l'été leur chambre aux touristes qui viennent. Voilà. Je vous remercie. Je peux répondre à quelques questions si...
l'origine, elle est entre autres dans l'histoire ethnique de la Crimée. C'est-à-dire que la Crimée faisait partie, avant son rattachement à l'Empire, au Khanat des Tatars de Crimée. C'est-à-dire, c'était une région vassale de l'Empire ottoman et peuplée, pas seulement, mais en grande partie par des Tatars, c'est-à-dire des turcophones musulmans. À partir du moment où l'Empire a commencé à intégrer la Crimée, il y a eu un mouvement où on a échangé des populations, c'est-à-dire que une partie des Tatars ont été envoyés de gré ou de force dans l'Empire ottoman, et en échange, si on peut dire, mais il y a eu des échanges de ce type aussi entre la Grèce et la Turquie, par exemple, après 1920, après 1915, l'Empire a recueilli des chrétiens de l'Empire ottoman, des Arméniens, des Grecs, etc. Donc il y avait cette situation. Avant la Seconde Guerre mondiale, la Crimée était pour un tiers habitée par des Tatars et pratiquement 50-60% de Russes, et le reste c'était des Ukrainiens et d'autres ethnies. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Staline décide d'expulser tous les Tatars et la Crimée devient une péninsule pratiquement russe et russophone, avec une minorité d'Ukrainiens. Sauf que c'est cette péninsule peuplée principalement de Russes qui est cédée par Khrouchtchev à l'Ukraine. Et en fait, donc, voilà, on a une situation pendant toute la période d'après 1991 où on a cette région qui est peuplée, qui fait partie de l'Ukraine, mais qui est peuplée de Russes, et que les Russes considèrent comme étant une région russe depuis le XVIIIe siècle. Les origines de la crise, elles sont là. Elles sont là en tenant compte que, d'un côté, le gouvernement de Kiev a, depuis 1991, avec des phases plus ou moins, disons, actives, eu tendance à limiter la russophonie en Ukraine et imposer l'ukrainien comme langue officielle, ce qui est logique, mais y compris dans les régions russophones, ce qui a soulevé des tensions importantes, que ce soit dans le Donbass, que ce soit en Crimée ou que ce soit à Odessa, qui est aussi une ville qui au départ est une ville russophone. Et donc les tensions sont montées. De son côté, les Russes ont jeté de l'huile sur le feu, incontestablement, avec des visites, ils ont soutenu les mouvements russes sécessionnistes. Donc une situation de tension, et fin 2013, début 2014, Vladimir Poutine profite d'une crise qui n'est pas une crise en Crimée, qui est une crise en Ukraine, qui est liée à la façon dont l'Ukraine souhaitait à un moment donné se rapprocher de l'Union européenne, et ensuite le président a reculé. Et Vladimir Poutine profite de cette crise pour se saisir de la Crimée, en disant à la fois, premièrement, elle est peuplée de Russes, elle a toujours été russe, c'est la terre où la famille impériale, Tchekhov, tous les grands écrivains, pour nous les Russes, la Crimée est russe. Et d'autre part, a-t-il ajouté, ce qui était moins cité auparavant, c'est en Crimée qu'a eu lieu le baptême russe, c'est-à-dire le baptême orthodoxe des premiers tsars russes. Oui ? Je pense que pour ces raisons historiques, c'est parce qu'à la fois c'était pratique, c'était le palais c'était un palais des tsars qui était, je crois, il y a eu plusieurs conférences, vous savez. Il y en avait une qui devait se tenir, il y en a une à Téhéran, il y en a une à Potsdam ensuite, et Staline a dû insister pour qu'il y en ait une sur son territoire, et il a choisi un territoire récemment libéré,
Et il a choisi Yalta parce que c'était le lieu de villégiature de toute l'élite russe depuis 2 siècles. Pas du tout. Non. Yalta est une ville civile. Si le choix s'était porté sur une ville militaire, ça aurait été Sébastopol. Parce que la base militaire en Crimée, c'est Sébastopol. Sauf qu'il y a eu un siège très long. Elle a résisté aux Allemands pendant 1 an et demi, je ne sais plus exactement la date. Et elle a fini par être prise par les Allemands après un siège extrêmement long et destructeur. Donc le palais de Livadia, lui, avait été sauvegardé, et donc c'est là qu'a été organisée la conférence. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres raisons que celle-là. Ça se passait en février, peut-être qu'ils voulaient éviter que ça se passe dans la neige et le froid de Moscou. Non, sa villa, elle était à Sotchi. En Crimée. Je n'ai pas trouvé de traces d'une présence touristique étrangère à Yalta avant la période soviétique. Et je crois qu'effectivement, il devait y en avoir très peu. Ce n'était pas une destination touristique évidente. En fait, on allait éventuellement à Moscou, on allait à Saint-Pétersbourg, il n'y avait pas beaucoup de raisons pour que les touristes aillent là. Mais il faudrait vérifier. Hein. Je ne suis quand même pas spécialiste de cette période. Par contre, l'URSS a organisé alors la visite de touristes à Yalta à l'époque soviétique. Alors, un tourisme organisé, il y avait une liste des monuments qu'on pouvait montrer aux étrangers. Enfin, tout ça était très, très organisé et encadré. Mais je n'ai pas trouvé trace de ce type d'intention d'attirer les touristes étrangers avant la Révolution. Après, oui, bien sûr. Oui. Oui. Vous avez évoqué la période touristique, le mois de septembre notamment. Est-ce qu'on peut parler au XIXe siècle d'une saison d'hiver comme sur la côte? Oui, absolument, bien sûr. Parce que... alors, l'amplitude, ça faudrait regarder un peu plus près. Ce qui est certain, c'est que, si vous voulez, c'est qu'une partie de la noblesse et une partie de la riche bourgeoisie russe, il faut quand même se rendre compte de ce qu'est le climat plus au nord. Hein. Et donc, effectivement, ils venaient à Yalta. Et ce qui est considéré comme la belle saison, c'est l'automne. Ça, c'est clair. Tous les textes indiquent que c'était la saison où les prix étaient les plus chers à Yalta. Et alors ensuite, ils ont organisé un tourisme qui était un tourisme vraiment annuel. Alors, je ne sais pas... Enfin, à l'époque impériale, c'était le marché. Enfin, c'était les clients. Donc on venait en fonction de... Mais c'est clair qu'on allait rechercher le soleil, tout simplement. À l'époque soviétique, c'est un petit peu différent. On y va aussi pour le soleil, on y va pour les soins. Et ils organisent un tourisme toute l'année. C'est-à-dire que comme c'est un tourisme... Le tourisme soviétique officiel est très organisé. C'est ce qu'ils appellent le système des Putiovka. C'est-à-dire c'est des bons de séjour qui sont distribués par les syndicats. Et les syndicats, c'est une organisation très, très spécifique. Les syndicats, par branche, par ministère... créaient, construisaient des maisons de repos pour les travailleurs de leur usine, de leur corporation, si vous voulez, et ils les faisaient fonctionner toute l'année. Et on distribuait, et les gens étaient bien contents. Alors il y avait ceux qui avaient la chance de pouvoir bénéficier du bon de séjour l'été ou en septembre, et il y a ceux qui étaient bien contents quand même d'en avoir un pour le mois de février ou de mars, parce que quand on venait de Sibérie, de toute façon, on se retrouvait quand même au soleil, même si on ne pouvait pas prendre de bain de mer, on pouvait quand même séjourner sur la côte. Et il y avait aussi un aspect balnéologique très important, surtout à Sotchi, parce que Sotchi, c'est des régions où il y a du volcanisme, pas très loin, il y a des sources thermales, il y a beaucoup de thermalisme. Et donc, il y a cet aspect aussi. Thermalisme, les bains de boue, enfin, tout ça est développé de façon
très importante dès le 19e siècle, et le système soviétique va énormément développer tous ces aspects. Ce qui fait que ces grands établissements fonctionnent vraiment toute l'année. Je me rappelle dans la biographie de Nabokov, qu'après la Révolution, il est resté encore un certain temps à la Crimée. Est-ce qu'il y a eu une résistance blanche et une sorte de semi-immigration après? Une résistance au pouvoir soviétique, vous voulez dire? Pas, à ma connaissance, pas sous cette forme en Crimée. Il y a eu des résistances, mais il y a eu des résistances au Caucase. Donc, il y a des... à vrai dire, là aussi, je suis prudent parce que, si vous voulez, on connaît bien la chose au Caucase, parce qu'elle a été beaucoup étudiée à propos des Tchétchènes, à propos des Géorgiens. Il y a eu des révoltes très importantes jusqu'à la fin des années 20. Et ensuite, dans les années 30, il y a eu des résistances très fortes à la collectivisation. Mais pour la Crimée, je n'ai pas lu cela, mais en même temps, je ne suis pas en même temps un spécialiste de l'histoire de la Crimée, donc je serai prudent, parce que j'imagine bien que les Tatars n'ont pas été forcément absolument ravis de la soviétisation. C'est d'ailleurs une des raisons, si vous voulez, les minorités en général étaient ambivalentes, parce qu'à la fois il y avait une politique soviétique pour leur donner une place, leur langue, les cultures, etc., et en même temps de contrôle. Et donc les réactions des différentes minorités ethniques étaient variables. Les Tchétchènes étaient vraiment plutôt résistants. Il faudrait vérifier ce qui en a été des Tatars de Crimée, qui sont une population spécifique, qui a subi beaucoup de problèmes. Mais ils ont eu beaucoup de problèmes à l'époque tsariste. Ils ont eu des problèmes plus tard, ensuite en 1944, au moment de Staline. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 20 ? Je ne sais pas. Est-ce que la Crimée, un peu à l'image de ce qui s'est passé sur la Côte d'Azur, a attiré un certain nombre d'intellectuels, de peintres? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Alors, en fait, au XIXe siècle, on est dans un état, toute la deuxième moitié du XIXe, qui est la période de développement du tourisme, on est dans une situation de guerre dans l'Empire, puisque c'est la période de la conquête, en particulier du Caucase. Or, la plupart des grands intellectuels, tous les écrivains, étaient officiers. Pouchkine, Lermontov, Tolstoï. Et donc, ils avaient des périodes militaires et ils avaient des périodes de repos. Ces périodes de repos, souvent, ils les passaient sur place. Ils allaient dans les villes d'eau du Caucase où ils allaient en Crimée. Et certains y ont construit ou acheté, loué des villas. Et donc, en fait, tous les grands intellectuels, écrivains, Tchekhov, et puis Gorky, ils sont passés. Mais en fait, ils connaissaient aussi Nice, parce qu'ils venaient à Nice aussi. Gogol, Tchekhov, Tolstoï, Saltykov-Chedrin, enfin, pratiquement tous les écrivains de renom, sauf ceux qui ne recevaient pas d'autorisation de sortie. Parce que pour sortir de l'Empire, il fallait une autorisation. Pouchkine n'a jamais eu l'autorisation de quitter l'Empire. Il est allé une fois dans l'Empire ottoman en contrebande, quand il était au Caucase, et il a franchi la frontière à pied ou à cheval, et il est revenu. Mais en fait, il n'a jamais séjourné à l'étranger. Alors que les autres avaient des autorisations, etc. Et ils venaient régulièrement, aussi bien... Enfin, ils allaient très régulièrement à Yalta et en Crimée. Et c'est aussi pour cela qu'ils ont beaucoup écrit, beaucoup décrit, beaucoup peint. Et c'est aussi pour ça que l'attachement culturel des Russes à la Crimée, il s'est fondé aussi sur ces relations très intimes de tous les grands intellectuels russes à partir du 19e et dans tout le 20e siècle.
Alors, oui, oui, certainement, mais j'ajouterais une chose quand même. Il faut bien comprendre que l'époque soviétique, ce n'est pas monolithique. Et donc, à l'époque soviétique, il y avait deux types de tourisme. Il y avait le tourisme officiel, donc, que j'ai un petit peu évoqué, c'est-à-dire ce tourisme très organisé par les syndicats, par l'État, avec des sanatoriums où les gens recevaient un bon de séjour pour 1 semaine, 15 jours, et voilà. Et il y avait les Russes eux-mêmes, à l'époque soviétique, ils parlaient de diki, les sauvages, le tourisme sauvage. C'était justement ceux qui allaient chez l'habitant et qui n'étaient pas comptabilisés dans les statistiques officielles. Sauf qu'ils étaient là quand même. Il fallait quand même les nourrir. Donc il y avait un afflux de population qui était aussi chaotique et une pression à la construction. Sauf qu'à l'époque soviétique, là, c'était plus dur. Parce que obtenir l'autorisation de construire une maison, c'était très difficile. Il y avait des normes, on ne pouvait pas dépasser ces normes, c'était assez contrôlé quand même. Et c'est seulement à la fin de l'époque soviétique, sous Gorbatchev, qu'on a commencé à voir le changement. Et alors, a fortiori, après. Et alors après, vous avez tout ce qu'on peut décrire sur les passe-droits, les constructions illégales, etc. On trouve ça développé aussi bien dans la région de Sotchi qu'en Crimée. Et effectivement, avec ces problèmes de mitage, avec ces problèmes de parcelles de terre qui sont... Là, j'ai lu un article récent, c'est un truc un peu particulier, c'est à propos de l'agriculture russe, mais l'article, c'était sur le fait qu'il y avait à l'époque soviétique des grands domaines d'expérimentation de semences et d'agriculture pour élaborer des nouvelles semences, etc., ou des plantations, des pépinières, etc. Et il y a eu, en fait, après 91, une grande partie de ces pépinières, de ces jardins d'expérimentation, etc., ont été rognés par le mitage, par le fait que tel dirigeant accordait à un ami ou à un affidé qui payait un bout de terrain pour construire une villa, etc. etc. Et on a exactement ce même phénomène, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une situation beaucoup plus chaotique, en particulier à Sotchi, à Yalta, qu'elle l'était il y a 15 ou 20 ans, bien sûr. Quand vous parlez de sanatorium, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est des logements pour les ouvriers? Pas du tout, non. Sanatorium, c'est l'équivalent des sanatoriums pour la tuberculose tels qu'ils avaient été développés dans les années 30 en Europe. C'est-à-dire de très grands établissements de repos médicalisés. Le sanatorium, c'est ça, c'est un établissement de repos médicalisé, avec un régime. La personne qui arrivait dans ces établissements, elle était prise en charge par une équipe médicale, elle devait suivre un certain régime de sommeil, de nourriture, etc. etc. Donc c'est un établissement médical, comme les sanas qu'il y avait en France. Hein. Vous les avez comptabilisés tout à l'heure avec les hôtels? Non, ils étaient, dans la liste, il y a des sanatoriums, il y a des pensionnats, c'est un autre type, un peu moins médicalisé, et les hôtels qui, eux, sont des hôtels où on loue une chambre, il n'y a pas de médecin, il n'y a rien de tout ça. Ils considèrent que c'est une forme de repos, et quand ils font les statistiques touristiques en Russie, on comptabilise ce type d'établissement et ce type de clients, comme touristes. Ils sont toujours... Oui, bien sûr, il y en a qui ont... Alors, si vous voulez, il y en a qui sont toujours actifs, effectivement, avec ce même système, et il y en a, au contraire, qui ont été transformés en des hôtels simples, sans équipe médicale. Puis il y en a quelques-uns qui ont été privatisés, tout simplement. Eh bien, merci.